va débuter l'après-midi avec la deuxième session autour de l'appropriation de la connaissance par les territoires. Donc, j'invite les intervenants et intervenantes et la modératrice à rejoindre la scène. Donc, on a fait appel à Brigitte Guigou pour modérer cette table ronde. Elle est responsable des partenariats avec la recherche à l'Institut Paris Région, donc l'Institut qui pilote le réseau, son département santé, l'ORS qui pilote le réseau. Voilà le lien avec Brigitte Guigou. Je te remercie, Brigitte, d'avoir accepté. Et puis, bonne deuxième session. Bonjour à toutes et toutes, et surtout bonjour aux intervenantes et intervenants pour cette deuxième table ronde intitulée « Comment les territoires peuvent-ils s'appuyer sur la recherche pour renforcer leur capacité d'action et construire une culture scientifique avec les citoyens ». Alors, on va surtout parler dans cette table ronde de réception des résultats de la recherche, d'appropriation de ces résultats, à la fois par les citoyens, les habitants, par le public, mais aussi par les professionnels et par ce qu'on appelle les décideurs, que ce soit des élus ou des personnes qui ont un pouvoir de décision. Alors, la table ronde, elle part d'un constat très simple, dont on a déjà commencé à parler ce matin, c'est que finalement, les stratégies un peu passives, en quelque sorte, ou classiques de diffusion de la recherche, fonctionnent pas toujours très bien quand il n'y a pas de réflexion, d'adaptation de ces résultats au public, et que ça donne plutôt des résultats décevants. Et que donc la vulgarisation n'est pas en soi suffisante si elle n'est pas accompagnée par un effort pédagogique, par la mise en place de démarches, d'outils, de méthodes pour faciliter ce transfert, cette traduction, cette médiation entre ces deux univers que sont la recherche et l'action. C'est donc de ça dont on va parler dans cette table ronde. Comment faciliter l'appropriation des résultats de la recherche par la société? Quelles sont les approches méthodaux? Quels sont les outils? Quelles sont les démarches? Comment on sensibilise, on construit un langage commun avec les citoyens, avec les décideurs, avec les professionnels. Et puis on va aussi parler de ces espaces qui sont un peu à l'interface, on a déjà commencé ce matin, entre les deux mondes. Entre la recherche en santé-environnement et les territoires. Voilà un vaste programme. Alors, on a 4 interventions différentes qui sont pour la plupart en binôme. Donc, on a un programme assez chargé. Je vais présenter rapidement les différentes personnes. Donc, d'abord, Eva Kroupa et Claire Ancel, je vous représenterai plus particulièrement. Vous allez nous parler de la cartographie du risque TIC en Île-de-France et d'une démarche intégrée qui facilite l'appropriation. Ensuite, on aura une intervention en solo de Muriel Dubreuil qui va nous parler des EIS, des évaluations d'impact sur la santé, qui sont des outils d'aide à la décision pour des territoires. Nous aurons ensuite, en troisième temps, une intervention de Tony Zitti et de Niels Mincieux, qui sont assis à côté de moi, et qui nous parleront d'un métier qui est relativement nouveau, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle le métier ou la démarche, la méthode de courtage de connaissances, en l'occurrence appliquée ici sur la question de la réduction des inégalités sociales de santé. Et puis, la dernière démarche sera présentée par Nathalie Caron, qui est au milieu, qui va être rejointe par Anne-Lise Lebrun, qui va arriver. Et vous allez nous parler de l'Université populaire de Bagnolet et donc de comment vous avez construit un espace de dialogue entre les habitants, les chercheurs, les chercheuses sur un territoire bien particulier. Voilà, le fonctionnement, c'est le même que ce matin, 10 minutes par binôme. Donc, je me permettrai de vous rappeler à l'ordre, si je peux me permettre, pour pas que vous dépassiez le temps, parce qu'on a un programme assez chargé et qu'on tient beaucoup à ce qu'il puisse y avoir une discussion entre nous et surtout avec vous. Donc, on démarre avec le premier binôme. Alors, Eva Kroupa, vous êtes
entomologiste médicale à l'Institut Pasteur. Claire Ancel, vous êtes ingénieure hospitalière, promotion de la santé et prévention au Centre de référence des maladies vectorielles liées aux tiques, Paris, région Nord. Donc, votre démarche, pourquoi on l'a choisie ? Parce que c'est une démarche très intéressante, qui est une démarche de prévention originale, hors les murs, à la fois très concrète et qui s'appuie sur une démarche scientifique rigoureuse. L'objectif, c'est de pouvoir faire de la prévention auprès des populations qui ont des risques d'être contactées, d'être contaminées, enfin, par les maladies liées aux tiques. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez, en 2 mots, nous expliquer pourquoi cet outil de cartographie du risque tique que vous avez élaboré, comment, avec qui, quel support de communication et quels résultats? Bonjour à tous. Donc, je suis Eva Krupa et je vais vous présenter un projet qui est en cours. On est sur la 2e année sur 3 de ce projet et je me permets avant de vous faire un petit rappel sur les tiques ou de vous annoncer ce que sont les tiques si vous ne les connaissez pas encore. Donc les tiques, ce sont des acariens strictement hématophages. Il y a plus de 800 espèces qui sont réparties dans le monde entier. Et ces tiques prennent donc du sang pour passer leurs différents stades de vie et se reproduire sur une grande diversité d'hôtes vertébrés, dont l'homme est un hôte accidentel. Alors, globalement, une tique commence sa vie. Il y a la larve qui va prendre un repas de sang sur un hôte. Au bout de quelques mois, elle va donc devenir une nymphe. Cette nymphe va également prendre un repas de sang pour devenir un adulte. Il y a un accouplement et la femelle va prendre un repas de sang pour pondre des œufs. Et ce cycle, pour Ixodes ricinus, qui est la tique majoritaire en France, est d'environ à peu près 2 ans. Et on s'intéresse aux tiques parce que ce caractère hématophage, donc de prendre des repas de sang, et la très grande diversité d'hôtes sur lesquels elles peuvent le prendre, font que ce sont de très bons vecteurs de différents pathogènes, que ce soit des bactéries, des parasites ou encore des virus. Les tiques sont donc responsables d'importantes pertes économiques en santé vétérinaire, mais également de diverses maladies en santé humaine, comme par exemple la maladie de Lyme. Et on est également dans un contexte de changements climatiques et environnementaux, et notamment de modification des usages par les êtres humains avec l'augmentation des activités en plein air. On a donc des modifications du contact hôte-tique, et nous avons donc besoin de quantifier le risque que, par exemple, les populations humaines ont par rapport aux piqûres de tiques, mais également aux pathogènes qu'elles peuvent transmettre. Donc de savoir quel territoire est concerné, quels sont ces pathogènes, si c'est plutôt d'intérêt vétérinaire ou d'intérêt en santé humaine, et quelle est l'évolution de ce risque. Pour cela, on va donc produire des cartes de risque de piqûres de tiques et les diffuser à l'aide de différents outils de communication. Et ces cartes de risque seront prévues pour la fin 2024, donc à la fin du projet. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les cartes de risque, mais globalement, ce sont différentes couches d'informations qui sont mises en commune dans un espace géographique et temporel particulier. Et ces couches d'informations qu'on va utiliser, elles sont co-construites en fait entre les chercheurs et les acteurs de territoire, de manière avec une participation active ou passive. Alors dit comme ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais il faut savoir que donc, les acteurs du territoire, généralement, nous donnent des autorisations pour qu'on se rende sur leur territoire pour pouvoir réaliser des collectes de tiques, qui vont donc nous informer sur quelles espèces sont présentes, leur densité. Au laboratoire, on va également pouvoir déterminer les pathogènes qui sont présents, mais nous avons également recueilli les témoignages, que ce soit des acteurs du territoire, comme les gestionnaires de parcs où on a pu collecter les tiques, ou encore de citoyens qui nous croisent pendant nos collectes et qui nous disent « j'ai été piqué par une tique il y a quelques années, mon chien n'a jamais eu de tique dans cet endroit », ou encore pour les variables environnementales, sur ce parc, il y a une population d'environ 40 renards. Donc ce sont des informations qui, pour nous, sont utiles et nous permettent donc de construire ces cartes de risque. Globalement, on va donc accumuler ces informations, les mettre dans un modèle mathématique pour définir les cartes de risque. Et dans ces zones, faut savoir que, donc, je m'avance un peu, mais aucune zone n'est sans risque, le risque zéro n'existe pas. Mais dans les zones les plus à risque, on va donc devoir diffuser des messages à travers des supports de communication qui sont divers. Ça peut être des plaquettes, des panneaux ou encore des dépliants. Donc on a donc cette information brute que nous, les chercheurs, utilisons, qui va devenir un message
affichés sur un support de communication divers que Claire Ancel va vous présenter. Et ils sont donc prévus pour fin 2024. Donc du coup, pour que ces messages soient transmis, il faut qu'on ait des acteurs. Alors je vais peut-être passer la slide, voilà. Des acteurs qui créent et diffusent cette information. Donc c'est pour ça qu'on a fait tout un travail d'identification des acteurs qui sont impliqués en France sur toute la prévention liée aux piqûres de tiques et les maladies vectorielles liées à ces tiques. Et donc en fait c'était pour montrer un petit peu toute la diversité de ces acteurs, tant au niveau de l'échelle d'action qui peut être individuelle, municipale, régionale, jusqu'à nationale, et aussi au niveau de la diversité des types de structures, puisqu'on va avoir le milieu associatif qui est très représenté, mais aussi des acteurs plus institutionnels avec les établissements de recherche, les hôpitaux universitaires, les ministères, et puis après on a aussi des structures qui relèvent plus du droit privé, avec les mutuelles et les sociétés. Et donc en fait l'identification de ces acteurs, au-delà de montrer la diversité, ça permet aussi à ces derniers de s'identifier entre eux pour pouvoir travailler ensemble, collaborer en fonction des besoins et des directions souhaitées. On a donc des acteurs qui créent et diffusent un message, mais la question est qui est receveur de ce message ? Si on prend l'exemple de la forêt de Fontainebleau, qui est une des zones notamment étudiées par Eva et son équipe, on va se demander en fait quels sont les publics qui se rendent dans cette forêt de Fontainebleau et dans quel cadre, c'est-à-dire quelles activités ils viennent faire dans cette forêt. Donc dans le cas de Fontainebleau, on a plusieurs points d'intérêt qui ont été repérés. Donc par exemple, on a un hippodrome que vous voyez représenté par un cheval. La tour d'Hénécourt, ce sont deux points qui sont très attractifs. On a aussi toute une zone d'escalade qui va voir en fait passer beaucoup de publics francophones, mais aussi non francophones. Et on retrouve aussi les gorges avec un public plutôt jeune, en fait des publics scolaires qui se rendent là-bas dans le cadre de courses d'orientation, pardon. Et ensuite, on va retrouver une zone, une mare, où il y a plutôt un public des personnes âgées qui s'y rendent pour, par exemple, promener leurs animaux de compagnie. Donc en fait, toutes ces informations, elles vont permettre d'adapter les messages et les supports de communication, parce qu'on sait que dans les forêts, en France en tout cas, c'est les panneaux de prévention qui sont beaucoup utilisés pour communiquer des messages sur le risque tique. Et donc on a vu qu'il y avait ces panneaux, ils sont généralement en langue française. Et sauf que ce que je vous ai dit, c'est que par exemple, pour la zone d'escalade, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de publics non francophones, donc il faudrait déjà essayer de traduire ces panneaux en langue à minima universelle, par exemple en anglais, pour pouvoir communiquer auprès de ces cibles-là. Outre l'identification des acteurs et des publics cibles, on a également relevé des points de vigilance qui seraient à garder en tête lors de la conception des futurs outils de communication pour prévenir sur le risque tic, puisqu'en fait l'analyse des outils de communication qui existent déjà en France sur ce sujet a permis de relever plusieurs lacunes, que ce soit au niveau de la clarté des titres et des données scientifiques, la définition des termes scientifiques et médicaux. Ça a permis aussi de relever un manque de résumé d'informations, surtout sur les outils qui vont être plus longs comme des brochures. Il y avait aussi un manque d'intégration d'un outil tangible pour aider le public à intégrer l'information qui leur est transmise, et aussi une utilisation de supports visuels pour aider à la compréhension qui était plus que variable. Outre donc, la prise en compte de ces lacunes, je vais juste rappeler que le processus de conception des outils, il faudrait aussi qu'il puisse impliquer les publics qui sont directement concernés et donc qui ont été préalablement identifiés, afin en fait d'identifier davantage les attentes de ces publics, que ce soit en termes de messages ou les médias et supports qu'ils souhaiteraient ou qu'ils seraient plus amenés à utiliser. Puisqu'en fait, on sait que les médias et les supports sont très variables. En termes de médias, on a donc les médias presse, radio, télévision, affichage ou Internet. Et en termes de support, donc on parle de support imprimable, donc c'est tout ce qui va être panneaux, brochures, flyers, etc. L'audiovisuel, on est plutôt sur, par exemple, les reportages que vous pouvez voir à la télévision, dans les journaux TV ou les vidéos sur YouTube. Et après, on a aussi les podcasts. Il faut garder en tête, par contre, qu'un seul transfert d'informations est assez insuffisant
et devrait idéalement en fait s'intégrer dans une démarche de sensibilisation plus large. Si on prend l'exemple de la forêt de Fontainebleau, donc la zone que je vous ai montrée auparavant, on pourrait, en fait, pour le public, par exemple, scolaire, qui a été identifié sur place, mettre en place, en parallèle, des interventions dans les écoles. Ces écoles qui organisent ces sorties scolaires au sein de la forêt de Fontainebleau, et donc faire ces interventions en amont de ces sorties en forêt. On pourrait également, concernant l'hippodrome, lors des courses, organiser des stands de sensibilisation où les outils de communication seraient distribués ou en tout cas affichés, et en même temps faire des ateliers d'extraction de la tique avec un tire-tique ou autre. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. C'est une démarche qui s'est déroulée sur combien de temps ? Alors, elle a commencé en 2022 et elle se poursuit jusqu'à fin 2024. D'accord. Oui, vous vouliez ajouter ? C'est juste que oui, contrairement à ce qui a pu être notamment vu ce matin, c'est une démarche qui est toujours en cours et qui n'est pas du tout terminée. Notamment, on n'a pas d'exemple d'outils de communication sur les cartographies liées aux TIC, vraiment avec le travail qui a été fait par Eva et son équipe. On n'a pas les outils qui découlent de ce travail-là aujourd'hui. Il y a des outils existants que j'ai en exemple, mais ça va être vraiment plus large et pas lié à ce travail précis. Voilà. D'accord. Bon, on reviendra, je pense aussi, sur le retour d'expérience, puisque un des objectifs de la journée, c'est de construire ces retours d'expérience. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à la deuxième intervenante qui intervient en solo. Donc, Muriel Debreuil, pharmacienne de santé publique à l'ORS Île-de-France. Et donc, Muriel, tu vas nous parler de l'évaluation d'impact sur la santé, qui est un outil d'aide à la décision pour des territoires. Et donc, tu vas nous parler d'une démarche spécifique qui a été menée sur le territoire de l'établissement public de Plaine Commune. Oui, bonjour. Donc, je vais vous présenter cette démarche de travail, pas dans sa totalité et pas les résultats, plus sur la partie qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire l'approche participative et comment on a essayé, dans le cadre de ce projet spécifiquement, qui était un projet pilote, qui bénéficiait de beaucoup de financement, de l'INPES, a pu développer en fait une approche participative que je vais vous présenter. Donc c'est l'évaluation d'impact sur la santé. On pourrait dire que c'est une approche méthodologique qui a une reconnaissance internationale, qui a d'abord été développée dans les pays anglo-saxons avant d'atterrir dans les pays francophones. Et la France est le dernier des pays francophones. La Suisse et le Québec ont développé au préalable. À avoir développé il y a une dizaine d'années cette approche de travail qui est, on pourrait dire, une interface, en tant que praticien EIS, on peut se considérer comme à l'interface de démarches scientifiques et de recherche et des décideurs pour essayer d'orienter des politiques publiques ou des projets pour qu'elles soient plus favorables à la santé. Parce qu'en fait, l'ensemble, alors on ne s'intéresse pas à des projets ou des politiques publiques de santé, on s'intéresse à des politiques publiques ou des projets qui sont hors du champ santé, en tenant en compte le fait que de nombreuses politiques publiques, de nombreux projets touchent à des déterminants de la santé qui vont impacter la santé des populations. Donc ça, c'est le concept. Ce projet spécifiquement portait sur des projets de transport en commun sur le territoire de Plaine Commune, qui est au nord de Paris, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Je vous présente simplement comment se sont organisées les choses. Il y a toute une phase préparatoire pour mettre en place le comité de pilotage, pour revenir sur des choses qui ont été dites ce matin, qui prend du temps. Ça a pris du temps. En fait, ce projet, il émane de la volonté de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, avec Plaine Commune, qui sont donc les commanditaires de ce travail. Et afin d'arriver à avoir une démarche
où l'ensemble des parties prenantes pourraient s'insérer dans la démarche de travail, on a mis autour de la table les transporteurs, les élus santé, élus transport, les associations d'usagers des transports, des associations environnementales en Seine-Saint-Denis et la direction régionale concernée. Alors, l'équipe d'évaluation, donc la façon dont ça fonctionne, donc c'est des équipes d'évaluation qui sont pluridisciplinaires. En l'occurrence, nous, dans notre équipe, il y avait aussi des collègues de l'Institut Paris Région qui travaillaient sur les questions d'accessibilité au transport ou de mobilité. Deux personnes ressources de santé publique ayant l'habitude de travailler sur des méthodes qualitatives. Et on a travaillé spécifiquement dans ce projet avec une chercheuse en sciences sociales qui nous a accompagnés sur toute la méthodologie participative. Donc c'est quelqu'un qui a fait sa thèse sur ce qu'on appelle les community organizing. Donc ça vient des États-Unis. Ça vient beaucoup des universités de sciences sociales de Chicago. Pour les gens de sciences sociales, ils connaîtront. Moi, je ne suis pas spécialiste en sciences sociales. L'idée des community organizing, c'est de dire que des gens qui habitent dans des mêmes endroits peuvent se retrouver en organisation pour faire valoir des besoins auprès des pouvoirs publics. Donc cette chercheuse en sciences sociales, en fait, nous a accompagnés dans tout le développement de notre partie qualitative et participation citoyenne. Comment ça se passe, cette évaluation des impacts? En fait, dans l'évaluation des impacts sur la santé, donc dans la démarche EIS, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un mix des données probantes, c'est-à-dire on s'appuie sur la littérature scientifique, on s'appuie sur des indicateurs qui nous permettent de territorialiser les enjeux de santé sur des territoires, les territoires concernés. On s'appuie éventuellement sur des avis d'experts. Là, en l'occurrence, on était sur le lien entre transport et santé. Il n'y a pas, toute la science ne couvre pas tous les enjeux du lien entre transport et santé. Donc, on a fait appel à des experts dans des domaines différents. Et puis, donc, le vécu des citoyens. Et donc, je vais expliquer. Et ensuite, on fait des recommandations qui découlent de ce qu'on a évalué comme impact sur la santé, qui puissent être des impacts positifs. Il y a des aspects positifs à prendre les transports en commun et des aspects négatifs. Il peut y en avoir également. Alors, c'est une démarche de travail, l'EIS, qui est je vous disais, qui est reconnue internationalement et qui est systématisée, donc avec des étapes qui sont mentionnées là en haut, des étapes successives. Il y a aussi des bonnes pratiques qui sont, au fur et à mesure de la pratique, l'ensemble des praticiens des EIS ont produit des guides de bonnes pratiques, donc il y a un cadre dans lequel on évolue. Là, spécifiquement, je fais le focus sur la démarche participative, c'est-à-dire qu'en fait, au moment où on a sélectionné les projets, la première étape, on regarde sur quoi on va travailler. En fait, comme il y avait une volonté de travailler sur les enjeux aussi d'inégalité sociale de santé, pas seulement les déterminants environnementaux de la santé, mais aussi, étant donné le territoire, les inégalités sociales de santé, il a été décidé de travailler sur un focus large des déterminants de la santé. Ensuite, on fait un cadrage, on détermine le périmètre géographique et populationnel de l'étude. Et là, dans les premières revues de littérature, profil de population, quand on a fait le cadrage méthodologique, on s'est rendu compte qu'en fait, si on voulait avoir de l'information sur ce territoire, sur ce que vivaient les gens dans leur transport, eh ben, il était absolument nécessaire d'aller auprès d'eux. Donc, à la fois pour recueillir la connaissance empirique des habitants, utilisateurs de ces transports en commun, ou de ces futurs transports en commun, et aussi, comme je le mentionnais, avec l'accompagnement de cette chercheuse en sciences sociales, d'avoir tout au long de la démarche une volonté de pas seulement aller chercher la parole des habitants, comme ça a pu aussi être dit ce matin, mais aussi restituer. Et donc d'avoir un processus de travail où non seulement on récupère de l'information qualitative qui nous permet d'enrichir notre évaluation des impacts, c'est-à-dire que ce que nous disent les habitants, on l'intègre au même niveau que les autres données probantes, considérant le lien entre transport et santé. Mais on a essayé de faire un travail tout au long de cette évaluation d'impact sur la santé, de sensibilisation, participation et peut-être même empowerment à toutes les étapes. Et donc je vous présente juste un graphique qui est un peu
peut-être chargé, mais je vais vous l'expliquer. Vous avez en colonne, la première colonne à gauche, c'est les étapes de l'EIS dont je viens de vous parler. Et puis après, en fait, de gauche à droite, il y a ce que, à la fois dans la démarche EIS, mais aussi dans d'autres documentations, mais c'est le niveau d'engagement qu'on peut essayer d'obtenir de la population. Donc il y a la première étape, c'est on informe, on sensibilise. La deuxième étape, on essaye de recueillir de l'information. La troisième étape, on discute. La quatrième étape, on engage. Et la cinquième étape, on délègue l'utilisation de ces connaissances. Donc, comme c'est cette catégorisation, disons, de niveau de participation et de niveau d'empowerment fait partie de bonnes pratiques que les Québécois, sur les EIS spécifiquement, ont mis en place, nous, on a essayé de cartographier ce qu'on a fait dans le processus de cette évaluation d'impact sur la santé. Avec le comité de pilotage, donc en rouge, que je vous ai présenté tout à l'heure, l'ensemble des parties prenantes, et avec la population assurée. Donc à toutes les étapes, et donc là je vais expliquer rapidement, mais il y a eu une volonté, même y compris du comité de pilotage, où les élus étaient impliqués, où la collectivité, en fait, où l'EPT était autour de la table. Comme c'était une démarche qui était nouvelle, on a eu des sessions de sensibilisation avant de commencer le projet, où on a expliqué ce qu'on allait faire, donc aux décideurs. Pour la population, on a procédé de même. Donc là, vous avez à toutes les étapes, les décideurs ont été impliqués et on revenait vers eux avec des propositions jusqu'aux recommandations. Et pour ce qui concerne la partie avec la population, en fait, on sait, alors d'un point de vue processus, disons, de recueil de la parole des habitants sur un territoire, disons, fragmenté aussi d'un point de vue des différentes villes, c'est-à-dire c'est pas du tout les mêmes enjeux de transport en commun à Saint-Denis ou à Villetaneuse, enfin à l'époque où le travail a été mené. On a décidé de passer par des structures relais. Donc en fait on s'est appuyé sur le tissu associatif existant et on est allé mener des focus group dans les espaces de travail et de rencontres avec la population. Donc ça peut être par exemple une association d'aide à des chômeurs de longue durée sur des ateliers qu'il pouvait y avoir avec les associations d'aide. À la fin de l'atelier, en accord avec les organisateurs, on avait un temps dédié où on présentait ce qu'on souhaitait recueillir comme information et on a pu travailler directement avec la population. Un point à mentionner, c'est que nous, dans cette étude, en fait, la population et les focus group qu'on a menés, donc ça peut être avec des associations d'aide au chômage longue durée, des missions locales pour le travail, pour l'emploi des jeunes, des associations d'alphabétisation pour les femmes, souvent en soirée. En fait, on ne recueille pas le vécu de la santé dans les transports. On recueille le vécu dans les transports en commun. Et c'est nous qui analysons après les enjeux santé. C'est-à-dire qu'on ne demande pas aux gens c'est quoi votre vécu santé dans les transports en commun. On leur demande vraiment quel est leur vécu. Alors c'était un focus group très ouvert, c'était des focus group d'1h30 à peu près, et où en fait les gens exprimaient ce que ça voulait dire pour eux. On leur présentait les projets qui allaient être mis en place et avec la localisation pour s'assurer qu'ils comprennent bien de quel projet on parlait. Et après, librement, ils nous expliquaient quels étaient leurs enjeux, eux, dans les transports. Et donc, c'est un matériau qui est intégré à l'analyse et à l'évaluation des impacts sur la santé. Et donc, je vous présente, en fait, en dernière diapositive, et après j'en ai terminé, c'est finalement, qu'est-ce que ça a apporté d'un point de vue contenu. Alors, le process, on pourra y revenir après dans les questions-réponses, mais d'un point de vue contenu, vous avez tous peut-être en tête le fameux demi-cercle des déterminants de la santé, les déterminants individuels, puis socio-économiques et environnementaux, puis aspect global. Nous, on a recréé, pour cette étude spécifiquement, notre cadre de déterminants de la santé qui a été utilisé pour l'étude. Et vous voyez qu'on a des groupes
de déterminants de la santé, caractéristiques des transports, sûreté, enfin ce qui est avec des... Donc activité physique, l'activité physique, c'est meilleur pour l'activité physique de prendre les transports en commun en Ile-de-France que d'utiliser un véhicule particulier. Les questions d'accès, de développement économique. Et qui est important à mentionner, c'est qu'il y a des catégories qui ont été émergentes, c'est-à-dire qu'il y a des catégories qu'on a nous-mêmes nommées. Par exemple, la question des facteurs de mobilité, un des points clés qui était très émergent, évidemment, c'était les caractéristiques des transports, c'est-à-dire leur fréquence, leur confort, ce que vous voyez dans le groupe A, ça c'est assez intuitif. Après, il y avait une catégorie émergente spécifique de ce territoire, c'était finalement ce qu'on a appelé les facteurs de mobilité, c'est à la fois la capacité physique à se déplacer, la capacité à payer les transports en commun et des compétences cognitives et culturelles. On s'est rendu compte dans les focus group qu'il y avait des gens qui étaient en fait un peu quasiment en incapacité de choisir leur meilleur trajet pour aller travailler, parce que les plans sont illisibles, parce que l'information n'est pas accessible, parce que ce n'est pas des publics qui ont un smartphone, voilà, parce qu'il y a beaucoup de barrières autres. Et en fait, tous ces enjeux-là, c'est des enjeux que nous, on a pu indiquer dans nos recommandations. Donc il y a eu un aller-retour aussi sur les recommandations qui ont été faites. Je vous disais qu'on a à toutes les étapes travaillé avec les personnes rencontrées, c'est-à-dire que ces personnes avec lesquelles on a mené des focus group dans les milieux associatifs dans lesquels elles étaient déjà impliquées dans des activités. Donc on s'est rapproché d'elles dans leur lieu d'activité sociale. On est revenu vers eux avec des premières recommandations, nos premières recommandations pour les retravailler avec eux. Et à la restitution finale, auprès du comité de pilotage, il y a eu, et là c'est vraiment l'aide de la collectivité territoriale, il y a eu, c'était un soir, et il y a eu un bus qui a été organisé par Pleine Commune auprès des différentes associations pour proposer à ces acteurs que nous on avait interrogés de pouvoir assister à la restitution finale et de poser leurs questions. Donc on a pu faire ce comité de pilotage élus, décideurs et population. Après, la population n'a pas forcément énormément pris la parole à cette restitution finale, mais voilà, on a pu au moins essayer de le faire. En conclusion, en fait, je dirais que l'appropriation, on a la sensation que oui, il y a eu une appropriation à la fois au niveau du territoire qui s'est approprié l'étude dans son plan local de déplacement qui s'est construit après. On a été sollicité même pour participer à ce plan local de déplacement. Là, vous avez des verbatims de ce que nous ont dit les membres du COPIL, de leur vécu de cette évaluation d'impact sur la santé. Ce qui revient, c'est quand même que la diffusion des recommandations est essentielle, mais elle est difficile. Et nous, on n'a pas pu en faire forcément le suivi tel qu'on l'aurait souhaité. Parce que ce n'est pas forcément notre métier. Merci. Merci Muriel pour cette présentation. On pourrait se demander, peut-être on le fera tout à l'heure, est-ce que ça a véritablement un effet transformationnel sur le territoire? C'est une des questions qui avait été posée à la fin de la deuxième table ronde. Donc une démarche qui a pour cible à la fois les décideurs et les habitants et les usagers des transports en commun, c'est intéressant. Et une démarche en Seine-Saint-Denis, on verra qu'on en a deux dans la table ronde. On en aura une autre tout à l'heure. Et toutes nos démarches sont franciliennes, je précise. Alors, Muriel, tu insistais sur l'influence de cultures scientifiques étrangères. Tu parlais du Québec, tu parlais des scientifiques francophones. Tu parlais des États-Unis et de l'école de Chicago. Donc, notre troisième duo, il s'inscrit, va nous parler de, moi j'appelle ça un métier, je ne sais pas si vous parlez de métier, un métier nouveau, celui du courtage de connaissances. Donc, en tout cas, c'est une démarche innovante, c'est une démarche qui s'inspire beaucoup du Québec, de ce qui se passe de ce que mettent en place des scientifiques francophones ailleurs. Et donc, elle va nous être présentée par à la fois Nils Mincieux, qui est chef de projet en promotion de la santé, direction de la santé publique à l'Agence régionale de la santé. Et puis, et c'est lui qui va commencer, Tony Zitti, qui est chercheur postdoctorant, courtier de connaissances,
au Centre de population et développement, CEPED, et à l'IRD et l'unité Paris-Cité. Voilà, alors c'est quoi le courtage de connaissances? Pourquoi avoir mis en place cette démarche? C'est une commande de l'ARS, hein. Qu'est-ce qui a motivé ça? Qu'est-ce que vous en attendiez? Et comment vous l'avez mis en place? Quel retour d'expérience? Le tout en 10 minutes. Merci. Ok, bonjour à tous et à toutes. Donc, avec l'ARS Île-de-France, on a co-construit une démarche de courtage de connaissances pour réduire les inégalités sociales de santé. Et donc, vous posez bien la question, qu'est-ce que c'est le courtage de connaissances? Et donc, on va y répondre. Je pense que les échanges de ce matin, on a vu qu'il y a des difficultés pour les chercheurs de pouvoir vulgariser les recherches pour les non-scientifiques, que ce soit pour les décideurs ou la population en général. Donc l'idée du courtage, c'est de réduire l'écart entre le monde de la recherche, qui est dans un autre monde, et la pratique, la prise de décision, que ce soit par les décideurs ou la population de manière générale. Donc c'est une approche innovante qui vise à créer le lien entre la science et la pratique et la politique. Donc, les courtiers de connaissances ou courtiers de connaissances, c'est qui? Ce sont des individus ou des organisations, parce que je pense que les présentations de ce matin ont montré des organisations qui ont pu jouer ce rôle d'intermédiation, de médiateur entre les producteurs de connaissances et les utilisateurs potentiels pour pouvoir faciliter d'abord l'accès, faciliter l'adaptation des connaissances qui sont produites pour qu'elles soient dans un langage bien compréhensible pour les utilisateurs potentiels, pour pouvoir améliorer les interventions ou mettre en place de nouvelles interventions. Donc, c'est un peu ça, le courtage de connaissances. Et sur cet échange, le défi, ce n'est pas le manque de connaissances, c'est qu'il y a trop de connaissances. Et l'enjeu, c'est comment synthétiser les connaissances qui sont produites sur, par exemple, le champ des inégalités sociales de santé, pour pouvoir les utiliser pour améliorer les politiques publiques qui sont mises en œuvre sur les territoires. Donc, je pense que c'est dans c'est sur cette base que l'ARS Île-de-France, avec l'équipe de recherche du CEPED, de l'IRD, et l'équipe RENA, qui est une équipe de recherche de l'Université de Montréal, on a co-construit en 2021 cette intervention, cette recherche-action de courtage de connaissances pour réduire les inégalités sociales de santé en Île-de-France. Donc, l'idée, c'est de réduire l'écart entre les connaissances scientifiques qui sont disponibles et leur utilisation pour réduire les inégalités sociales de santé en Île-de-France. Et donc, ça a été co-construit, ça a été financé par l'ARS Île-de-France et l'ANR sur un financement de l'ANR. Initialement, le projet devait durer 18 mois, donc ça a débuté en avril 2022 et ça devait prendre fin en mars 2023, mais elle a été prolongée de 6 mois sur un financement de l'ARS pour pouvoir tirer les leçons de cette recherche-action, pour pouvoir capitaliser tout ce qu'on a pu apprendre de cette recherche-action. Donc, quels étaient les objectifs du projet initialement? Il y avait 2 objectifs. Pour l'ARS, c'était d'améliorer la pertinence de ces actions qu'elle met en œuvre, qu'elle finance en Île-de-France, en intégrant plus les connaissances scientifiques pour évaluer les projets qu'elle finance en Île-de-France. Et pour les chercheurs, c'est d'évaluer l'efficacité d'une fonction de courtage de courtier de connaissances au sein d'une agence régionale de santé comme l'ARS Île-de-France. Donc nous, ce qui nous intéressait, c'était de voir est-ce que la fonction de courtier de connaissances, c'est-à-dire un individu ou des individus au sein d'une ARS, était pertinente pour pouvoir adapter les connaissances qui sont produites par les chercheurs pour faciliter leur utilisation par les agents de l'ARS pour pouvoir réduire les inégalités sociales de santé. Donc, je vais expliquer un peu la chronologie de ce qu'on a fait, comment ça s'est déroulé cette recherche-action. Donc en 2021, comme je disais, ça a été co-construit avec l'ARS. Je pense que les enjeux de co-construction, on en a parlé ce matin, ça a pris du temps, il y a eu des échanges pour pouvoir que tout le monde soit content de la collaboration. Et donc l'ARS a décidé de financer avec sur l'ANR pour cette recherche-action. Donc le projet a été lancé en 2022. On a débuté les activités du projet et comme première activité qu'on a eu à réaliser, on a évalué d'abord quel était le contexte et les besoins d'utilisation des connaissances au sein de l'agence. Donc, on a fait une recherche-action, une recherche mixte. Je ne vais pas revenir sur les détails méthodologiques, mais ce qu'on a obtenu, on a essayé de voir, c'est quels étaient les obstacles à l'utilisation des connaissances scientifiques pour les agents de l'ARS. Donc, il y a eu
3 obstacles majeurs qui ont été observés dans notre recherche. C'est qu'il y a le défi de l'accès aux connaissances. C'est-à-dire les agents n'avaient pas forcément accès aux connaissances parce qu'ils n'avaient pas connaissance des bases de données ou de la disponibilité de ces connaissances. Donc il y a l'obstacle, il y a la question du temps et de la surcharge de travail. Et c'est ça qui ressortait, ce n'est pas qu'à l'ARS, c'est un défi dans toutes les organisations. C'est-à-dire les agents disaient qu'ils n'avaient pas assez de temps pour pouvoir mettre de temps pour analyser les connaissances scientifiques, pour les intégrer dans leur pratique. Il y a aussi la question des compétences, de manque de compétences de certains agents pour pouvoir évaluer la qualité des connaissances scientifiques, même s'ils avaient accès. Donc il y a cet enjeu. Et il y a aussi la culture d'utilisation des connaissances scientifiques dans l'agence qui n'était pas toujours, voilà, ça n'encourageait pas les agents à utiliser les connaissances scientifiques. Donc sur la base de cette première étude qu'on a réalisée au début du projet, on a pu identifier les besoins en termes de connaissances scientifiques des agents et de l'agence, et on a pu mettre en place des activités maintenant de coûtage de connaissances sur la base des besoins identifiés lors de cette première évaluation. Et donc, dans la recherche-action, il y a la direction de la santé publique qui a été impliquée dans cette recherche-action. Il y a 2 délégations départementales, 94 et 95, qui ont été impliquées dans cette recherche-action depuis le début. Et qu'est-ce qu'on a eu à faire comme activité? Il y avait 3 thématiques prioritaires qui ont été identifiées par l'agence pour pouvoir mobiliser les connaissances scientifiques. Il y avait les discriminations en santé, il y avait l'impact de la pollution atmosphérique sur la santé, et puis il y avait les ressources humaines alternatives en santé, les métiers de médiation en santé. Donc sur la base de ces 3 thématiques, on a mis en place des groupes thématiques et on a demandé aux agents qui étaient volontaires de pouvoir s'inscrire dans ces groupes, et on a réalisé une première activité de formation de ces agents sur le transfert de connaissances. Donc l'équipe RENA de Montréal et l'équipe de l'IAD, on a mis en place 3 MOOC qui sont gratuits sur le transfert de connaissances, sur la réalisation des notes de politique, sur le coûtage de connaissances. Donc les agents ont suivi ce premier MOOC pour être sensibilisés au transfert de connaissances. Et à la suite, on a invité des chercheurs qui étaient des spécialistes de ces recherches à venir présenter leurs travaux de recherche à ces agents. Je pense que Sabine Host est là, elle est venue présenter ses travaux dans un de ces groupes thématiques. Il y a eu pas mal d'autres chercheurs qui ont été sollicités. Et donc, on a mené des activités de ces groupes thématiques. On a fait des synthèses de littérature, on a mis à disposition de ces groupes. On a fait des synthèses sur des formats un peu adaptés et on a enlevé les jargons scientifiques. Et donc, ce projet a duré 8 mois. Et à la fin, en juin, on a évalué maintenant, on a fait l'évaluation globale de cette intervention pour voir un peu qu'est-ce qu'on retient de cette intervention, quels ont été les obstacles à cette intervention. Et globalement, ça a permis aux agents vraiment de monter en compétence sur sur l'accès aux connaissances, sur la réalisation des synthèses, sur les liens qui peuvent être créés avec les équipes de recherche. Il y a des agents, je pense que Nils va y revenir, qui ont pu développer des collaborations avec les chercheurs à la suite de ces interventions, de ces chercheurs qui ont été réalisés. Et donc, comme on l'a mis, le projet va finir en mars 2024. Donc, actuellement, on est dans la phase de capitalisation des leçons apprises. Et la NUS va revenir sur ce que ça a pu apporter à l'agence et qu'est-ce qu'ils ont pu tirer de cette collaboration. Merci. Donc oui, du coup, sur ce deuxième temps, je vais en profiter pour donner quelques éléments de contexte sur finalement l'émergence de ce projet Courtis. Comment est-ce que finalement il s'est présenté pour l'agence comme une démarche essentielle, à savoir d'une part que ce projet s'inscrit à la sortie donc, de la crise du Covid, un moment qui a été un révélateur finalement non pas nouveau, mais des difficultés qu'on a à mobiliser des connaissances dans le cadre de l'action sur les inégalités sociales de santé. Et donc, en parallèle de cela, effectivement, la communauté scientifique était assez consensuelle sur la manière dont le Covid-19 circulait de manière territorialement différenciée sur les territoires, et notamment les territoires les plus défavorisés. Donc, sans forcément faire mention du rapport de l'ORS, mais effectivement, très rapidement,
les acteurs de la recherche nous ont interpellés sur cet enjeu de syndémie que constituait le Covid. La question derrière, c'est comment est-ce qu'on arrive à orienter l'action en santé publique en tenant compte justement des éléments de la recherche, à percer finalement le mur du son entre le monde de la recherche et ceux des acteurs publics. Et donc finalement à passer de la théorie à l'action, concrètement. Et donc une autre séquence peut-être qui est assez édifiante dans cette réflexion qu'on a menée avec les collègues au sein de l'agence et avec l'équipe Renard, c'est notamment sur la mise en place du coup d'un appel à projet qui visait à soutenir des actions sur 3 déterminants sociaux de santé. En fait, on a complètement construit le cahier des charges de cet appel à projet en tenant compte, en s'inspirant de la recherche en santé publique, à savoir que pour réduire les inégalités de santé, il faut avant tout intervenir sur les déterminants sociaux. Donc on avait ciblé des déterminants, à savoir le logement, l'urbanisme, l'emploi, enfin tout un tas de déterminants sociaux en partant du principe que, comme le démontre la recherche, que on atteindra, si on souhaite atteindre des publics qui ne relèvent pas du champ de la grande précarité pour lesquels des dispositifs spécifiques sont déjà en œuvre et qui par ailleurs, de l'autre côté du gradient social, des personnes qui ont déjà accès aux dispositifs de droit commun et par lesquels nous, on mène des campagnes via les institutions de santé, c'est finalement comment est-ce qu'on fait pour toucher les publics auprès desquels les acteurs des déterminants, les acteurs non sanitaires finalement, sont en interface. Et finalement, ce dont on s'est rapidement rendu compte, c'est relativement assez peu de projets répondaient à ces objectifs. Et effectivement, on a donc sous-consommé des crédits sur les 3 campagnes d'appel à projet, et donc ça on va dire, matérialisait un peu nos difficultés à impliquer de nouveaux acteurs, de nouveaux partenaires qui ne sont pas nos partenaires habituels, à savoir des acteurs de santé, de la promotion de la santé. Et finalement, la problématique sous-jacente que ça pose, c'est même si on a une volonté de faire évoluer une culture interventionnelle en santé publique, concrètement, on subit aussi un peu le décalage entre les cloisonnements des secteurs, déjà des secteurs d'action publique, mais aussi et surtout entre milieu de la recherche et acteurs de l'action publique. Donc on n'est pas nécessairement sur une question budgétaire dans cette situation, même si bien évidemment c'est une condition sine qua non pour financer des actions de réduction des inégalités. Mais donc comment est-ce que finalement, une fois qu'on arrive à mobiliser les données scientifiques qui nous permettent d'objectiver ce plaidoyer, finalement on parvient à les transférer aux acteurs qu'on cible dans notre démarche. Et comment est-ce qu'on parvient aussi à les rendre recevables en tenant compte de leur contexte. Donc c'est aussi un des grands enjeux, une des grandes difficultés qui nous pousse aussi à rendre cette démarche essentielle dans nos activités et à faire évoluer nos pratiques professionnelles. Le dernier constat, effectivement, c'est que au sein de l'Agence régionale de santé, comme dans beaucoup d'autres administrations, on ne dispose pas d'organisation formelle d'utilisation des connaissances, et donc finalement l'organisation repose davantage sur des appétences individuelles des agents. Donc ce projet, ça a aussi été l'occasion finalement de créer les conditions favorables à l'émergence à la fois de dialogue, de confrontation, d'échanges sur les différentes approches d'inégalité de santé en fonction des thématiques qu'on porte respectivement, et finalement de créer des espaces qui nous permettent de réfléchir à des alternatives et tout en ayant cette vision de systématiser l'utilisation des connaissances. Concrètement, et pour le faire rapidement, j'imagine, une minute. Le projet du coup se matérialisait par l'amélioration de l'accès aux connaissances, comme l'a mentionné Tony, donc d'arriver à faire évoluer les pratiques professionnelles des agents en organisant des ateliers de travail pour à la fois repérer et sélectionner les données pertinentes dans la recherche, apprendre à les transférer, à les valoriser, et finalement être en mesure d'avoir dans nous notre pratique concrète, de se faire un avis sur les projets qu'on peut être amené à financer ou à accompagner sur la base de connaissances scientifiques, et aussi du coup à identifier des actions qui sont susceptibles de réduire les ISS ou du moins de ne pas les aggraver. Et en fait, c'est vrai que l'une des particularités de cette démarche est aussi, étant donné l'architecture de l'ARS,
en rétrospective, on s'est bien rendu compte qu'on était aussi face à une hétérogénéité d'agents en interne. On est à la fois des profils généralistes, des profils de médecins, d'ingénieurs, et en plus de cela, on cumule des échelles d'intervention qui sont différentes. Donc on a des besoins qui sont très différenciés et à la fois complémentaires. C'est aussi de ça ce sur quoi on s'est appuyé dans le cadre de ce projet, de se dire finalement on va mobiliser les compétences des agents en matière de lecture critique d'articles, de revues scientifiques, de méthodes et de critérisations, d'évaluation des projets, pour essayer finalement de monter collectivement en compétences. Et enfin, pour terminer, effectivement, cette démarche s'inscrit dans un objectif stratégique de l'agence, au sens où, au-delà du fait d'être inscrite dans le projet régional de santé 3, c'est effectivement une réflexion de pérennisation qu'on est en train de mener aussi avec l'équipe du laboratoire Renard pour finalement institutionnaliser cette démarche. Voilà. Merci, c'est très intéressant et je pense que ça peut inspirer des personnes qui sont là dans la salle. On y reviendra. Alors, on va passer à la dernière présentation. Et par Nathalie Caron. Nathalie, vous êtes professeure en études anglophones à Sorbonne Université. Mais surtout, c'est pour ça que vous êtes là, vous êtes présidente de l'Université populaire de Bagnolet et vous êtes accompagnée, on l'a accueillie, d'Anise Lebrun, qui est responsable culturelle de l'Université populaire de Bagnolet. Vous n'avez pas de PowerPoint. Alors, on change complètement de démarche. On reste sur la Seine-Saint-Denis, Bagnolet, commune populaire de Seine-Saint-Denis. Donc, vous avez monté en 2014 cette université populaire avec plusieurs objectifs. Donc, pourquoi ? Comment vous fonctionnez ? Comment vous choisissez votre programme, en quelque sorte, et quel bilan aujourd'hui ? Merci beaucoup. Donc, c'est moi qui ferai la présentation et je laisserai Anise répondre à la plupart des questions. Donc oui, nous existons depuis 2014, Université populaire de Bagnolet. J'ai fait partie des cofondateurs et Anise a intégré l'université très rapidement après sa fondation. Donc notre objectif, c'est de faire de l'éducation populaire, c'est-à-dire de diffuser le savoir au plus grand nombre dans tous les quartiers de Bagnolet, y compris les quartiers politiques de la ville, les quartiers dits prioritaires. Il y en a 3 actuellement à Bagnolet. Il s'agit aussi de faire connaître la recherche, de diffuser la recherche, mais de faire connaître les méthodologies de recherche et auprès du public bagnoltais et puis bien sûr de ses environs, de montrer ce qu'est un chercheur en quelque sorte et de montrer, je crois que c'est assez important, qu'un chercheur est un homme ou une femme comme les autres et qui peut même habiter à côté de chez soi, puisque Bagnolet, comme ses environs, eh bien, on y trouve beaucoup de chercheurs et de chercheuses qui travaillent sur Paris ou sur la région parisienne. Un autre de nos objectifs, c'est de créer des espaces de dialogue, apaisés, sereins, dans lesquels nous pouvons discuter de questions sérieuses de façon sereine et pacifiée. Donc ça, c'est un objectif important pour nous. Parmi nos activités principales, nous avons un festival scientifique que nous mettons en place depuis 2016 au moment de la Fête de la Science et qui fonctionne à partir d'un dispositif original qui a été remarqué par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui permet aux Bagnoltais et aux Bagnoltaises d'organiser une conférence chez eux. Donc il est possible pour les Bagnoltais de faire venir un conférencier ou une conférencière par notre intermédiaire et éventuellement sur le sujet de leur choix. Donc ça, c'est un cas où le sujet peut être déterminé par les habitants de Bagnolet. On s'est rendu compte que bien souvent, les Bagnoltais et Bagnoltaises avaient besoin d'un petit peu d'aide à ce niveau-là et nous proposons régulièrement ce que nous appelons un menu, c'est-à-dire déjà des conférences avec parfois un titre même, en tout cas des sujets potentiellement, qui peuvent faire potentiellement l'objet d'une conférence. Ce festival est intitulé Sciences dans la ville, adopte une chercheur,
.e. Pour ceux ou celles qui n'ont pas, qui ont un tout petit appartement ou sont gênés d'inviter un chercheur chez eux, nous proposons à ces personnes d'organiser la conférence à côté de chez eux. Ça peut être un café. Là récemment, notre dernier festival, nous avons eu une conférence sur le rugby avant la projection, c'était le quart de finale, et là dans un café de Bagnolet, dans le quartier du Plateau, et la conférence la projection, la transmission du match a été précédée par une conférence d'un chercheur en sciences sociales. Nous avons aussi des cycles thématiques qui s'organisent autour de ce que nous appelons des conférences qui prennent plusieurs sortes, mais aussi des balades, des projections, des tables rondes, et qui ont lieu dans plusieurs quartiers de Bagnolet. Il ne s'agit pas pour nous de faire toutes nos activités dans le même lieu, d'ailleurs nous n'avons pas de lieu dédié, mais d'aller dans tous les quartiers, y compris et surtout peut-être les quartiers prioritaires. Cela dépend des occasions que nous avons. Donc centre de quartier, cinéma, médiathèque, lieux culturels, il y a 3 théâtres à Bagnolet, café, comme je l'ai dit, la librairie est devenue un de nos partenaires principaux. Nous avons aussi des actions assez, disons, pérennes ou régulières avec certains de nos partenaires, notamment avec le collège Travail Langevin. Et là, Anne-Lise pourra parler plus longuement de ce que nous faisons au collège Travail. Anne-Lise a mis en place des cours d'autodéfense intellectuelle, les CADI, et plus récemment une formation à la médiation culturelle, qui est une méthode pédagogique selon Serge Boimard, psychopédagogue, qui a mis au point cette méthode qui permet de lutter contre l'empêchement de penser des jeunes et de faire ce qu'il appelle du nourrissage culturel. Là encore, s'il y a des questions à ce sujet, nous pourrons y répondre plus longuement. Nous avons aussi des conférences régulières au centre senior, le centre Paul Couder, qui donc permet de montrer que nous avons des activités que nous espérons transgénérationnelles. Après, ce que j'aimerais mettre en évidence maintenant, c'est les problèmes que nous rencontrons, pour terminer sur nos atouts. Alors bon, parmi les freins, il y a la difficulté finalement de toucher tous les publics. Ça, c'est quelque chose qui est problématique et qui est l'un de nos plus grands défis. D'où l'utilité de mettre en place des partenariats et de mettre en place, donc, par le biais de ces partenariats, des synergies et une forme d'entraide. Nous pouvons ainsi bénéficier des carnets d'adresses et du réseau des partenaires, comme par exemple, un qui me vient à l'esprit, c'est la médiathèque de Bagnolet. Nous sommes une petite association avec beaucoup de contacts. Nous dépendons de subventions publiques, l'État, la communauté de communes, Est Ensemble, la commune, et parfois une subvention qui peut nous venir du rectorat. Ça a été le cas il y a à peu près 2 ans. Donc nous avons des difficultés de pérennisation, et ça c'est aussi l'un des gros défis. L'idée, c'est de pouvoir recruter quelqu'un qui permet de travailler, qui travaillerait pour l'université populaire à temps plein ou à mi-temps. Donc, nous avons pu recruter Anne-Lise sur 2 CDD, mais là, ça pose aussi des problèmes, car nous ne sommes pas, par exemple, moi, je me suis retrouvée à devoir faire toutes sortes de démarches administratives. C'était très compliqué, ça m'a pris énormément de temps. Évidemment, si nous avions eu quelqu'un d'autre qui aurait pu faire ce travail en étant payé pour cela, ça aurait été un gros atout. Une autre difficulté que j'aimerais souligner, c'est la difficulté que nous avons à recruter des bénévoles. Ça devient problématique. Il y a quelques années, nous avions beaucoup plus de personnes à nos AG, il y avait plus de jeunes. Et là, comme je le dis de temps en temps, l'université populaire a pris un coup de vieux. Nous avons des nouvelles recrues, ce qui est formidable, mais à chaque fois, ce sont des retraités. Donc c'est formidable d'avoir les retraités parmi nous, mais pour faire les posts sur les réseaux sociaux, c'est un peu compliqué. C'est moi qui m'en occupe. Ça m'amuse un peu, mais ça me prend beaucoup de temps. Et là encore, nous aimerions pouvoir recruter des jeunes. Alors, pour ce qui est de nos atouts, je pense qu'il est important de mettre en évidence une forme d'efficacité dans ce que nous faisons pour faire le lien entre la science et la société.
et pour faire donc notre éducation populaire. D'abord, nous avons un réseau étendu qui se déploie sur plusieurs strates. Donc, nous mettons en lien centres de quartier, donc comme j'ai dit, les lieux culturels tels que la médiathèque, le cinéma, les théâtres, des lieux privés tels que la librairie, et aussi les établissements scolaires, et aussi plusieurs personnes à ces niveaux-là. Je pense par exemple à une table ronde que nous avons organisée lors de notre cycle thématique intitulé « Quelle transition ?» l'an dernier. Nous avons tourné autour du mot transition, transition environnementale, transition numérique, transhumanisme, transidentité. Et il y a eu une table ronde autour de la question des transidentités, organisée par le référent égalité hommes-filles-garçons du Collège Travail, à la médiathèque. Ça a attiré énormément de monde, et là, pour le coup, beaucoup de jeunes. Et 5 personnes étaient autour de cette table, dont 2 gynécologues, l'une d'entre elles étant une femme trans. Donc ça, c'était, j'ai trouvé un bon exemple de voir comment on pouvait mettre ensemble plusieurs partenaires pour une table ronde qui a été une véritable réussite, et où sont venus notamment plusieurs jeunes qui se posaient des questions sur la question des transidentités. Un autre aspect très important que je voudrais souligner pour terminer, c'est qu'il est très facile de convaincre les chercheurs de venir à l'Université populaire de Bagnolet. Donc nous avons observé que lorsque nous faisons appel à un chercheur, la plupart du temps, le chercheur, la chercheuse est d'accord pour venir, et même tout à fait ravi de venir présenter son travail. Donc ce que je souhaite mettre en évidence, c'est que en tant que chercheur, chercheuse moi-même, je sais très bien que la diffusion, ce qu'on appelle la diffusion scientifique, est valorisée par l'HCERS, le Haut Comité d'évaluation de la recherche et de l'enseignement scientifique. Ça fait partie de nos missions que de faire de la diffusion scientifique. C'est à mettre en évidence lorsque nous faisons des demandes de promotion. Et puis, bien sûr, il y a cette volonté de la part des chercheurs, chercheuses, de diffuser leur savoir, de parler à un autre public, d'être confrontés à d'autres réactions que celles des étudiants qui font leur quotidien. Voilà, donc je terminerai là-dessus. Merci beaucoup, Nathalie. Il y a 2 choses qui m'ont frappée. La première, c'est l'importance de l'ancrage territorial, ce que vous avez dit sur l'appui sur les équipements, les services, les réseaux, les associations locales, donc qui sont évidemment un levier, enfin pas évidemment, qui sont un levier extrêmement important. Et puis la deuxième, mais ça croise l'ensemble des interventions, c'est la diversité des traditions culturelles, des méthodes, des corpus finalement dans lesquels vous vous ancrez. On a parlé d'éducation populaire, très important, parce qu'il y a des savoir-faire. On a parlé de community organizing, école de Chicago. Barack Obama en était un illustre représentant avant d'être président de la République. On a parlé des courtiers de connaissances. Enfin bon, on voit bien la diversité des savoir-faire, des méthodes qui sont mobilisables aujourd'hui et voilà, et qu'il est important de faire connaître. Alors, il est 10, pardon. Nous sommes ensemble pour cette table ronde pendant encore 20 minutes jusqu'à 14h30. On va passer directement aux questions de la salle. Je vous propose, Célia va faire circuler un micro. Vous vous présentez rapidement et puis... voilà. Oui, bonjour et bravo pour cette table ronde. Franceline Marano, je suis professeure émérite à l'Université Paris-Cité. Alors, j'ai d'abord une remarque, ça concerne les EIS. J'ai participé pendant 15 ans au Haut Conseil de santé publique et on a fait un rapport vraiment qu'on considérait comme très important sur l'intégration des EIS dans toutes les politiques publiques et en particulier dans tout ce qui concerne l'urbanisme, les politiques de transport et tout cela. Donc, j'aimerais bien que vous commentiez ça. Est-ce qu'on peut aller plus loin que ce que vous avez présenté? Et puis, deuxième point, alors j'ai beaucoup aimé les courtages en connaissances et ça m'a rappelé quelque chose
que j'ai faite il y a bien longtemps, hein, c'était au début des années 80, sur le campus de Jussieu. C'était pas si longtemps après mai 68, hein, et donc, il y avait beaucoup de bouillonnement. Et on a créé avec Henri Pézra, ça vous dit peut-être quelque chose, celui qui a conduit à l'interdiction de l'amiante en France, hein, qui était un physico-chimiste. On a créé la boutique des sciences. Et c'était déjà quelque chose qui ressemblait à ce que vous avez expliqué, du courtage de connaissances. C'est-à-dire qu'on avait mis en place un réseau de scientifiques qui étaient d'accord pour répondre à des questions qui venaient du public, hein, mais du public large. Hein. On avait fait ça au niveau de la France, hein, à travers d'ailleurs des syndicats et des associations. On nous remontait des questions et puis ensuite, c'était les chercheurs et étudiants qui répondaient. Donc, est-ce qu'on peut élargir aussi là, ce que vous proposez, et en particulier aux universités? Parce que, en fait, la boutique des sciences, elle a été créée sur les deux universités du campus, qui étaient Paris 6 et Paris 7, hein, à l'époque. Et donc, en fait, elle s'est éteinte parce qu'au bout d'un moment, au début, il y avait de l'enthousiasme, et puis progressivement, donc l'enthousiasme s'est éteint, et puis la boutique s'est fermée. C'était une boutique virtuelle, bien évidemment. On va répondre. Vas-y, Muriel, on essaie de faire des réponses assez oui, concises. Sur les EIS, le groupe de travail du Haut Conseil de santé publique auquel vous faites référence était sur l'urbanisme, en fait. J'étais dans le groupe de travail. Beaucoup territorialisation, urbanisme. En fait, et dans les recommandations qui ont été faites, il y avait des recommandations qui étaient faites au niveau national, qui est une instance, un groupe, je ne sais pas comment le qualifier ni où le mettre, mais un endroit où le développement de cette approche de travail pourrait être pensé à la fois d'un point de vue méthodologique et à la fois d'un point de vue intersectorialité. Mais au niveau national, pour qu'il y ait un pilotage national et que du coup les acteurs, les financeurs, c'est les ARS qui sont financeuses au fil du temps, qui ont été financeuses et qui commencent à se désengager de ce financement pour que les acteurs sachent, en fait, aient une stratégie. Ça ne s'est pas fait. Je sais qu'il y a un groupe de travail, donc juste pour rester sur ce point, il y a un nouveau groupe de travail du Haut Conseil de santé publique qui envisage dans toutes les politiques, c'est-à-dire pas seulement l'urbanisme, parce qu'il y a eu un espèce d'effet de spécialisation. Il y a eu des EIS qui ont été créés sur beaucoup le domaine des transports et de l'urbanisme, et il y a toute une série de bureaux d'études privés qui se sont engagés dans le chemin, et donc il y a des choses qui se développent, mais de manière un petit peu à la chaîne, sur l'urbanisme et la santé. Mais il y a des tas d'autres sujets à développer, des tas d'autres politiques publiques sur lesquelles défricher des enjeux. Oui, juste un mot par rapport à ça. Effectivement, donc sans dire qu'on est sur une mise en application au-delà du projet Courtis, c'est totalement dans la démarche. Mais on a aussi mis en place à l'Agence régionale de santé un programme de travail qui vise à associer des acteurs du logement, des acteurs de la santé et aussi effectivement des acteurs de la recherche scientifique. On a par exemple le PUCA, on a aussi l'ENSA qui participe à nos groupes de travail pour mettre en place des expérimentations sur les enjeux d'inégalité de santé liés au logement. Donc déjà, c'est intéressant de pouvoir créer ces espaces-là en interne au sein des acteurs de la recherche scientifique, mais on essaie aussi de mixer les typologies d'acteurs en mettant en place des groupes de travail pour avancer finalement dans l'élaboration d'actions en promotion de la santé, quoi. Okay. Pour moi, un des enjeux, c'est la pérennisation de ce genre d'activité. Ça peut être testé, mais après, voilà, si l'ARS décide de ne plus financer, voilà, ça s'oublie. Et l'idée, avec l'ARS, on est en train de travailler à un document stratégique de pérennisation de cette démarche à l'ARS, et ça pourrait être étendu à d'autres domaines, d'autres acteurs. Mais l'un des enjeux, selon moi, c'est aussi la formation des chercheurs pour qu'ils puissent mieux valoriser et vulgariser les connaissances qu'ils produisent. Parce qu'au fond, aujourd'hui, ce n'est pas valorisé dans la carrière des chercheurs. Donc, ils se disent que ce n'est pas leur rôle, ils n'ont pas le temps et ce n'est pas leur rôle de faire ce travail
d'adaptation des connaissances qui sont produites pour que les utilisateurs puissent utiliser ces connaissances pour prendre des décisions ou pour l'action. Donc il faudra peut-être trouver des intermédiaires, peut-être que ce soit un courtier, ou former aussi les chercheurs à mieux vulgariser, à mieux transférer les connaissances qu'ils produisent, et aussi faciliter l'accès aux connaissances des potentiels utilisateurs. Comme je l'ai dit, il y a l'obstacle, il y a par exemple des agents qui aimeraient utiliser les connaissances scientifiques, mais puisque les articles ne sont pas en open access, premier obstacle pour certains qui n'ont pas des accès comme les universités à des bases de données qui sont payées par les universités. Donc il y a des obstacles, l'accès, l'adaptation de ces connaissances et l'utilisation effective de ces connaissances par les potentiels utilisateurs. Bonjour, moi j'aurais trois questions. La première question, c'est très factuel. Je voulais savoir c'était qui la chercheuse qui avait travaillé sur les community engagement, juste avoir son nom. Et après, j'ai des questions pour la dernière équipe sur l'Université populaire de Bagnolet. La première question serait, est-ce que vous avez des pistes ou des hypothèses sur pourquoi il y a une fuite ou plus de jeunes qui viennent travailler avec vous? Est-ce que vous avez des éléments de réflexion là-dessus? Ma seconde question, c'est plus en termes de statut. Donc j'ai compris que vous étiez associatif. Est-ce que c'est bien le cas? Et du coup, si c'est le cas, j'imagine que ça ne... J'ai compris qu'il y avait un financement pour un poste. Mais voilà, je voulais juste savoir en termes de gouvernance comment ça se passait. Et si vous aviez juste un exemple ou deux de types de conférences que vous avez pu initier, enfin de thématiques en fait qui ont plu aux gens ou que vous avez pu initier et où vous vous êtes rendu compte que ça correspondait bien. Merci. Alors, la chercheuse qui a travaillé avec nous qui a travaillé sur le community organizing, elle s'appelle Hélène Balazar. Elle est actuellement, je pense, au CEREMA, mais j'en suis pas sûre parce qu'elle est partie en Angleterre, elle est revenue. Je pense que vous pouvez la trouver, c'est Balzarz. Donc on a un statut associatif, loi 1901. Il y avait une question sur le poste ou pas par rapport au statut. C'est un poste GEP. En fait, on a un financement jeunesse éducation populaire. Et on a, alors pendant un moment, ils ont donné d'ailleurs, mais je crois que c'est plus ouvert aujourd'hui, mais on est en train de voir là-dessus, un poste fonds GEP recherche. Donc qui est vraiment dédié à un poste aussi sur la recherche, ce qui est vraiment ce qu'on veut faire. Et puis l'idée, c'est aussi de mettre en pratique derrière. Mais pour l'instant, ça, c'est un petit peu... c'est un peu en questionnement, mais on peut prendre vos coordonnées pour se contacter ensuite. Pourquoi on n'a pas de jeunes? Ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas, on met en avant les sciences. Alors peut-être que les sciences, ça ne fait pas très envie. Alors après, on n'a pas de jeunes qui viennent dans l'association travailler avec nous. En revanche, quand on travaille avec des établissements scolaires, par exemple, on touche des jeunes. Au sein même de l'établissement scolaire, en général, les jeunes se mobilisent pour dire moi, j'aimerais parler de tel sujet. Enfin, ils sont plutôt partie prenante. Voilà. Mais au sein même, je ne sais pas, tu as une... Moi, d'instinct, je dirais qu'il y a de la part des jeunes actuellement une désaffection concernant le bénévolat. Je le dis comme ça un petit peu largement, parce qu'il y a des tas de jeunes qui continuent de vouloir être bénévoles. Mais bon, je travaille pour une autre association bagnoltaise, un peu moins que pour l'Université populaire, qui offre du soutien scolaire en ligne. Et juste après le Covid, on avait plein de propositions de jeunes qui voulaient participer à cette action. Et là, depuis quelques temps, c'est très difficile de recruter des jeunes pour faire ce type de bénévolat. Donc voilà, moi ce serait ma piste, mais à creuser bien sûr. Et puis on a des jeunes, mais ils vont venir de façon ponctuelle. Ils ne vont pas s'engager sur le long terme. C'est ça aussi. Et c'est vrai qu'on aurait bien besoin sur du long terme. Après, alors, quant aux thématiques, donc les deux derniers cycles, donc il y en a un sur les transitions, l'autre sur la nature en ville. La question, c'était ce qui fonctionnait bien et ce qui fonctionnait moins bien.
Le climat. En fait, alors d'ailleurs, étonnamment, on avait déjà fait un cycle sur le climat il y a quelques années. Et en fait, on avait eu moins de public. Et là, effectivement, il y a aussi ce qui est lié évidemment à l'actualité, hein, qui va faire venir plus ou moins de gens. Après, de temps en temps, on fait des choses très spécifiques, mais qui sont souvent des demandes aussi d'habitants. Il y aura peut-être un peu moins de monde parce que c'est des niches. Mais sur des choses un peu plus larges, comme là les transidentités par exemple. Ça nous est arrivé d'avoir des publics parfois de remplir. Je pense notamment au collège où moi ça m'est arrivé de remplir on était quasiment 100, il y avait 100 élèves, mais c'était sur la question de l'humour et donc ça a fonctionné très bien. Après, ça nous est arrivé aussi d'avoir très peu de personnes. Je ne sais pas, j'ai pas de... Non, c'est difficile parce que des fois, il y a des choses qui sont un petit peu... c'est un peu aléatoire. C'est vrai qu'on peut avoir un intervenant, une intervenante extrêmement compétente, voire médiatisée, et finalement, il y a 3 personnes qui viennent. Donc, d'où cette nouvelle stratégie qui est de s'appuyer sur les partenaires, et c'est vrai que ça a porté ses fruits. J'ai parlé de la médiathèque, il y a la librairie qui fait beaucoup d'événements. C'est une librairie qui a ouvert il y a quelques années, donc assez nouvelle sur Bagnolet, mais extrêmement active. Ils font venir énormément d'auteurs, d'autrices. Et la librairie est un partenaire très, très important. Il y a aussi le Cinoche, donc le cinéma de Bagnolet, qui a son propre réseau. Donc de cette manière-là, on attire plus de monde et on se fait plus connaître. Et pour ce qui est des thématiques, moi j'ai observé récemment que oui, il y a beaucoup de demandes sur tout ce qui est enjeux climatiques. D'autres questions ? Oui, bonjour. J'avais une question du coup, j'avais 5 questions sur l'éthique. Ça fait beaucoup. En fait, je voulais savoir, parce que il me semble pas que vous l'ayez dit, mais quel financement vous avez eu pour faire la cartographie ? Si c'était une commande de base, oui, si oui, par qui ? Comment il y a eu un partenariat entre le CRMVT et l'Institut Pasteur ? Qui a fait quoi pour arriver à la cartographie finale fin 2024 ? Et pour la cartographie, à quelle échelle de précision on peut s'attendre ? Voilà. Ok, beaucoup de questions. Du coup, donc c'est un financement ANR. C'est un poste de post-doctorat sur lequel je suis. Avec du coup, disons que l'ambition a dépassé la réalité. On était sur donc 3 ans de projet avec, on escomptait 1000 tics collectés. On est à 3000. Donc on a dû chercher d'autres financements, d'où la collaboration avec le CMRVT. Qui est aussi une collaboration donc justement sur ces outils de communication, donc l'étude que Claire a fait, et également en fait le CMRVT reçoit des patients avec des suspicions de maladies attiques, qui sont donc des données informatives que du coup nous pourrons utiliser dans ces cartographies de cartes de risque de tiques. Le contexte un peu institutionnel et du coup, donc on est à l'échelle de l'Île-de-France au niveau de la résolution en fait de ces cartes de risque. On a fait nos collègues dans une trentaine de régions qui nous fait un peu plus de 150 sites collectés. Donc c'est sur ces endroits-là, on a des données très précises. On pourrait presque parler du mètre près. En revanche, sur d'autres données, par exemple les données environnementales, comme les tableaux de chasse pour les hôtes, ou alors la fréquentation des parcs, qui est une donnée qu'on utilise, où là, on va être plutôt un peu en dessous du kilomètre. Donc, on va essayer d'avoir la résolution la plus précise possible. Mais après, au niveau de la diffusion de ces cartes de risque, on va devoir du coup avoir une échelle plus large, notamment en fait, pour ne pas noyer l'information. Pour pouvoir en fait toucher un maximum de personnes et qu'en fait cette information soit pertinente pour eux. De savoir qu'une parcelle de forêt par rapport à une autre est plus
il y a plus de tiques, pour nous, ça nous intéresse. Pour le citoyen, il ne va pas savoir qu'à droite du chemin, il y a plus de tiques, donc il faut qu'en fait, il tourne à gauche à l'intersection. Ça, pour lui, ça va être moins utile, en fait. Du coup, ces données, on les aura ou pas du tout? Alors, en fait, nous, on va publier un article scientifique, peut-être même plusieurs. Donc, ces données-là, nous, sont publiées en open access. Mais après, les cartes, comme elles seront diffusées, ça va dépendre justement des canaux de diffusion. Et du coup, de la résolution qu'on fait, idéalement. C'est pour ça qu'en fait, c'est aussi un projet qui est en cours. On aimerait bien faire aussi des modèles prédictifs. Parce que de dire qu'à l'heure actuelle, les risques sont présents dans ces endroits-là, que ce soit dans les forêts, les parcs urbains, les bois périurbains, c'est intéressant. Mais ce qui intéresse aussi les personnes, c'est avec le réchauffement climatique, est-ce que ce risque va se déplacer? Est-ce que ça va être plutôt au printemps, à l'automne? Qu'en est-il du risque durant l'hiver ou l'été? Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question, madame, ici? Alors, il y en a. On va peut-être prendre les deux ensemble. Célia, on peut prendre encore quelques minutes? Oui? Merci, Célia. Oui, justement, pour rebondir, vous n'êtes pas sans ignorer que nous sommes dans une trajectoire de transition écologique avec une revégétalisation des territoires qui est extrêmement importante. Donc nous militons pour que la santé environnement soit complètement intégrée dans cette démarche pour justement ne pas plus exposer les populations ou en tous les cas le faire en communiquant, en donnant des informations justement de prévention des risques, etc. Comment vont être diffusées ces cartographies à l'échelle de l'Île-de-France? Qu'est-ce que vous avez prévu quand vous aurez terminé? Justement, est-ce que l'explication qu'on a aujourd'hui, est-ce que on a une augmentation, par exemple, de la prévalence des encéphalitiques? Est-ce que c'est parce qu'uniquement il y a plus de tiques? Quel est l'impact du réchauffement climatique? Tout ça, ça va être des éléments aussi importants, enfin très importants pour communiquer, pour que ça ne soit pas uniquement de faire peur, entre guillemets, aux citoyens. Donc ça, je pense que c'est vraiment, en tous les cas, nous, on va suivre beaucoup les résultats de vos travaux pour pouvoir aussi le faire savoir. Et j'avais une petite question en ce qui concerne donc le courtage de connaissances. Moi, j'aime pas le terme courtage parce que je trouve que ça appartient plus à des domaines financiers que scientifiques, mais bon, on hérite de la traduction de l'anglais. Vous avez parlé tout à l'heure de l'institutionnaliser. Donc, je voulais bien comprendre ce que vous entendez par institutionnaliser. Je propose qu'on prenne encore une dernière question, parce qu'il y en avait une autre, je crois, et puis on redonnera la parole. Le problème, c'est que j'en avais plusieurs questions. J'avais d'abord une remarque par rapport au bénévolat. Une étude de France Bénévolat, il y a quelques années, signalait qu'il n'y a jamais eu autant de bénévoles en France. Mais, comme le disait Anne-Lise, c'est des bénévoles qui viennent ponctuellement dans l'événementiel. Les jeunes sont très mobilisés, mais pas forcément dans les associations. Donc, le bénévolat n'est pas forcément dans les associations, mais ils vont être volontaires dans des cadres hors structure. Ça se fait de plus en plus. Et peut-être que les associations dont je fais partie aussi, donc j'ai oublié de me présenter, Paola Bruzon de Sciences 6 et aussi coprésidente du Grain Île-de-France, il faut qu'on s'adapte, nous aussi, les associations, pour pouvoir répondre à ce besoin sociétal des jeunes, parce que sinon on va continuer à vieillir. Donc c'est important. Et j'avais une question par rapport à l'Université populaire de Bagnolet. C'est très ancré sur le territoire de Bagnolet, mais comment ça pourrait être diffusé aussi par ailleurs, votre méthodologie, vos actions, parce que je trouve que c'est super intéressant et qu'elle pourrait se développer. Vous parliez de fête de la science aussi au niveau, pourquoi pas régional ou peut-être départemental déjà, ça pourrait être bien, sachant que moi je coordonne la fête de la science dans les Yvelines et dans le Val d'Oise, et en discutant avec la coordination régionale, donc au ministère de la Recherche, qui me signalait que la Seine-Saint-Denis, il y a très peu d'actions faites de la science. C'est un vrai manque de développer dans ce territoire. Donc il y a peut-être des choses autour de Bagnolet à développer. Et
J'avais une question sur le financement d'éthique, donc du travail sur la diffusion. Vous aviez conclu votre présentation sur l'idée qu'il faudrait aussi pouvoir diffuser, peut-être avec des interventions avant les sorties scolaires ou autres. Comment s'appuyer aussi sur les acteurs, en particulier de l'éducation à l'environnement, qui pourraient s'appuyer dessus pour pouvoir faire cette sensibilisation autour de ce sujet-là. Et j'avais une dernière question sur le courtage. Donc d'où vient ce mot? Je reviens avec la question de Véronique. Donc je comprends que ça vient de l'anglais, mais c'est vrai qu'il y a la question aussi de un peu l'étymologie du mot. Ok, donc on refait un tour de table complet. Je crois que tout le monde est concerné par la question. Et voilà, allez-y. Alors, excusez-moi si j'ai oublié entre-temps quelques réponses, enfin quelques questions qui ont été posées. Au niveau justement des acteurs qu'on souhaite toucher en particulier, donc il y a tous les agents des espaces verts qui sont en contact direct avec l'éthique et qui sont aussi au contact avec les citoyens. Donc que ce soit de la mairie de Paris, les ONF, ces acteurs-là. Également tous les professionnels de santé, idéalement, qui vont recevoir les personnes qui auraient été piquées par l'éthique et qui peuvent du coup développer des maladies. Et également, on s'intéresse au public scolaire, justement. Donc après, dans quelle mesure est-ce qu'on fait des ateliers ponctuels? Est-ce que ce serait plutôt d'envisager d'avoir des sessions à l'école, comme ça peut se faire alors, je sais pas, moi je viens de l'Est de la France, on avait le contexte déclic, qui est de faire venir des chercheurs dans les écoles pour présenter leurs thématiques de recherche. Donc je ne sais pas si ça se fait aussi. Mais voilà, ça peut être des initiatives de ce genre pour pouvoir toucher ce public scolaire. En fait, pour le moment, on n'a pas trop de réponses dans l'absolu, on va dire, en termes de communication. Je ne sais pas si ça s'est vraiment perçu dans ma présentation, mais c'était très abstrait, c'était très théorique. Donc c'est vrai que pour le moment, il y a un gros travail juste déjà d'identification des acteurs, parce qu'on s'est rendu compte qu'en prévention autour d'éthique, il y avait beaucoup de personnes qui s'étaient saisies du sujet, mais à leur échelle qui était plus ou moins grande. Et surtout qu'on avait une information du public qui n'était pas très importante, puisqu'il y a une étude qui a été faite et qui a montré qu'il y avait seulement 4 personnes sur 10 en France qui se sentaient bien informées. Donc en fait, on s'est rendu compte que l'information existait, mais qu'elle n'était pas forcément de qualité, ou en tout cas qu'elle était mal intégrée et comprise par les publics. Donc là, on est en attente des derniers résultats pour justement vraiment savoir quelles zones sont à cibler. Parce qu'en prévention, c'est compliqué de simplement faire de la communication auprès du grand public, la population générale. Ça va créer des inégalités. Et après, c'est aussi difficile de simplement cibler des petits groupes, parce que là, ça crée aussi de l'inégalité en termes d'information. Donc en fait, il y a énormément de choses à prendre en compte. Et donc il y a les résultats à attendre pour connaître les zones. Ensuite, voir quels acteurs sont les plus pertinents, avec qui travailler exactement. Nous, par exemple, on a commencé un tout petit peu à faire des interventions dans les écoles, qu'on a ciblé autour de la forêt de Sénart, parce que c'est une forêt qui est connue pour être avec forte présence de tiques. Et donc on a commencé par là, mais voilà, donc en fait il faut identifier les zones, il faut essayer d'identifier les publics pour savoir qui essayer de cibler, et pas seulement créer des dépliants, pas seulement créer des panneaux dans les forêts, parce que les gens, soit ils vont passer, ils vont pas forcément les lire. Enfin, on ne sait pas trop comment l'information elle est intégrée à ce niveau-là, donc c'est vrai qu'après il faut faire tout un travail un peu plus d'action sur le terrain. Donc j'ai pas du tout de réponse. Ça fonctionne plus, si c'est bon. Voilà, donc je peux pas vous répondre très directement. Je sais pas si j'ai oublié d'autres questions. Non, je crois que il y avait l'essentiel. On va poursuivre parce que je vois l'heure qui tourne. Annelise, Nathalie, vous souhaitiez... du coup, on vous répondra ensuite. Donc, en ce qui concerne étendre les missions de l'université populaire, c'était le ministère de la Recherche, à l'époque, je crois, nous avait demandé
Bon, elle est occupée, donc je ne sais pas si... juste parce que je vous réponds. Oui, c'est bon. Non. Non, mais c'est juste pour être... Donc on avait été... je ne me rappelle pas de son prénom et de son nom, ça m'énerve depuis tout à l'heure. En fait, on nous avait demandé justement d'imaginer comment on pourrait étendre les missions de l'Université populaire à l'Île-de-France. Donc en fait, on a fait ça en 2018-2019. Donc on peut évidemment vous donner ça. On a aussi été parler avec d'autres mairies, mais du 93 et d'Est Ensemble. Donc on a déjà eu des moments de partage comme ça où on peut venir discuter ou même sensibiliser ou former, je ne sais pas, mais au moins sensibiliser à ce qu'on peut faire et comment effectivement d'autres associations aussi peuvent, ou d'autres communes peuvent imaginer faire des choses semblables. Et comme on travaille quand même pas mal avec l'éducation nationale, il y a des choses, par exemple, au sein de l'éducation nationale, alors qui ne sont pas là faites de la science, mais qui sont EducPop et Université populaire liées à la science, qui sont, pareil, qui se transmettent et qui sont d'ailleurs... on a eu pas mal de soutien de l'Académie de Créteil. Voilà, et ça peut se transmettre par la CARDI, par tout ce qui est recherche-action au sein de l'éducation nationale. Il y a aussi des démarches, je pense par exemple au LABEX Futur Urbain, qui avait mis en place des démarches pour aller présenter des résultats de recherche auprès des territoires, plutôt dans leur secteur, vers Champs-sur-Marne, le 94, le 77. On poursuit en étant vraiment très rapide, très synthétique, parce qu'il faut qu'on passe au café et à la table ronde conclusive. Merci. Alors donc très rapidement concernant le concept de courtage, en fait, il tire ses origines du Québec, mais par ailleurs on utilise aussi un autre terme, médiateur en connaissance. Donc ça peut aussi peut-être un peu neutraliser les implications que ça pourrait ne pas avoir du coup. Et concernant l'institutionnalisation du courtage, enfin de la médiation du coup, en connaissance, effectivement nous on a 3 grandes hypothèses, on va dire, sur la manière dont ça pourrait se faire. D'une part, d'internaliser la compétence de courtage, donc en formant et en sensibilisant les agents, en les intégrant dans leur fiche de poste concrètement. Ça peut se traduire par un temps dédié à la veille scientifique dans la pratique, les routines professionnelles. Ça peut aussi être de former une personne en interne, que la ressource du coup du médiateur en connaissance s'inscrive dans les effectifs de l'agence, ou effectivement d'avoir recours à un laboratoire d'expertise en courtage, en médiation en connaissance, qui du coup accompagnerait les équipes pour tout ce qui relève du transfert et de la mobilisation des données en fonction des champs thématiques qui sont mobilisés dans nos missions, quoi. Je voulais juste préciser qu'au début de notre recherche-action, le thème courtage on a eu beaucoup de défis par rapport à ça, parce qu'effectivement, pour les agents, ça renvoie à quelque chose d'économique. Donc, au début de la recherche-action, il y a des agents qui ont été réticents de participer parce qu'ils ont entendu le thème courtage. Et donc, il a fallu qu'on aille expliquer aux agents ce que ça signifie, parce que au fond, dans la littérature, de manière générale, c'est le thème courtage qui revient. Et on avait eu ce débat dans notre équipe de recherche au début pour se dire, bon, est-ce qu'on choisit médiation ou courtage? Mais au final, dans la littérature internationale, c'est cette thématique qui est utilisée. Donc, c'était difficile de changer. Mais en France, on est avec d'autres collègues qui jouent ce rôle dans des institutions, dans d'autres institutions. Ils sont appelés médiateurs de connaissances ou médiatrices ou conseillers scientifiques. Ça dépend des appellations. Donc, on est en train de réfléchir avec d'autres collègues pour développer un réseau en France, pour réfléchir sur ces questions d'appellation. Voilà. Pour le moment, on n'a pas encore trouvé le bon thème. Et voilà. Merci. Bon, on va s'arrêter là. Merci beaucoup à toutes et tous.